Je m'appelle Léna et j'ai 22 ans. Le jour où j'ai demandé à mes parents s'ils avaient récupéré mes médicaments prescrits, mon père a répondu avec désinvolture, « Nous avons utilisé cet argent pour acheter le nouveau téléphone de ta sœur à la place. » Le silence s'est installé dans la pièce. Ce qui s'est passé ensuite a révélé un secret de famille si dévastateur que cela a changé tout ce que je pensais savoir sur les personnes censées me protéger. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, j'aimerais savoir d'où vous venez. Écrivez-le dans la section des commentaires ci-dessous. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre d'autres histoires sur les familles, la trahison et la découverte de la force de se choisir. Les néons du laboratoire de chimie ont commencé à danser devant mes yeux comme si j'étais sous l'eau. J'ai cligné des yeux forts, essayant de me concentrer sur le bécher dans ma main, mais les bords de ma vision sont devenus flous et sombres. Mon partenaire de laboratoire, Marcus, disait quelque chose sur les niveaux de pH, mais sa voix semblait venir du fond d'un long tunnel. Puis mes genoux ont cédé. Je me souviens du carrelage froid frappant mes paumes en premier, puis mes genoux. Ensuite, d'une manière ou d'une autre, j'étais sur le côté avec des gens qui m'entouraient. Marcus n'arrêtait pas de dire mon nom, Léna. Léna, tu m'entends? Et je voulais lui dire oui. Je l'entendais. J'allais bien, juste fatigué. Mais ma langue était pâteuse et ma poitrine était serrée, et je n'arrivais pas à reprendre mon souffle. Quelqu'un a dû appeler la sécurité du campus parce que la prochaine chose dont je me souviens, c'était des mains qui m'aidaient à m'asseoir, des voix me demandant si j'avais besoin d'une ambulance. J'ai réussi à secouer la tête et à marmonner que j'allais bien. Juste fatigué, juste stressé, je n'avais pas pris de petit déjeuner. Les excuses habituelles. Mais même en les disant, je savais que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas la première fois. C'était juste la première fois que cela arrivait devant des témoins. Je me suis traîné au centre de santé du campus cet après-midi-là, principalement parce que Marcus a menacé d'appeler mes parents si je ne le faisais pas. La salle d'attente sentait l'antiseptique et les vieux magazines. J'ai rempli le formulaire d'admission avec des mains tremblantes, cochant « non » pour la plupart des questions, même si j'aurais probablement dû cocher « oui » pour un plus grand nombre d'entre elles. Le médecin qui m'a reçu était jeune, peut-être au début de la trentaine, avec des yeux doux qui le sont devenus moins longtemps qu'il n'a regardé mes signes vitaux. Il a froncé les sourcils en regardant la lecture du tensiomètre, a froncé les sourcils plus profondément en regardant mes chaussettes remontées, m'a demandé de suivre son doigt avec mes yeux, de serrer ses mains, de pousser contre ses paumes. « Depuis combien de temps avez-vous des symptômes neurologiques » a-t-il demandé, son stylo planant au-dessus de son bloc-notes. J'ai hésité. L'admettre à voix haute rendait la chose réelle. Je ne sais pas, quelques mois, peut-être plus. Définissez les symptômes pour moi. Alors je lui ai dit, les vertiges qui apparaissaient de nulle part, la façon dont mes mains s'engourdissaient parfois, comme si j'étais assise dessus, sauf que ce n'était pas le cas, les maux de tête qui donnaient l'impression que quelque chose me serrait le crâne de l'intérieur, les bourdonnements d'oreilles qui commençaient à des moments aléatoires et ne s'arrêtaient pas pendant des heures. Il n'a rien écrit de tout cela. Il s'est contenté de me regarder avec cette expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. De l'inquiétude peut-être, ou de l'alarme. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt » a-t-il demandé doucement. « Parce que mes parents m'auraient dit que j'en faisais trop. Parce que ma sœur Ava avait des championnats d'État, un récital de piano et un million d'autres choses qui comptaient plus que mes maux de tête. Parce que dans ma famille, j'ai appris il y a longtemps que mes problèmes étaient toujours en quelque sorte moins importants que ceux de tous les autres. Mais je n'ai rien dit de tout cela. J'ai juste haussé les épaules. Je pensais que ça allait passer. Il a fait des analyses de sang, m'a fait faire une sorte de test de coordination où je devais toucher mon nez puis son doigt encore et encore, a fait briller des lumières dans mes yeux jusqu'à ce que je voie des taches. Pendant tout ce temps, ses sourcils n'ont cessé de se froncer davantage. Quand il a eu fini, il a imprimé quelque chose et l'a scellé dans une enveloppe. Ses mains, j'ai remarqué, étaient très stables lorsqu'il me l'a tendu. « Vous devez prendre ces médicaments immédiatement » a-t-il dit. Pas suggéré, pas recommandé, devez. Et vous devez consulter un neurologue dans la semaine. Pas le mois prochain, pas quand vous aurez le temps, dans la semaine. Mon estomac a fait cette chose horrible et tordante. Est-ce grave? Assez grave pour que vous n'attendiez pas, il a soutenu mon regard. Je le pense, Léna, ne remettez pas ça à plus tard. J'ai pris l'enveloppe avec des doigts engourdis. Elle me semblait plus lourde que du papier ne devrait l'être. J'ai appelé à la maison depuis ma chambre de résidence universitaire ce soir-là, assise les jambes croisées sur mon lit avec l'enveloppe scellée sur ma table de chevet.
Ma mère a répondu à la 3e sonnerie, sa voix brillante et distraite. Léna, ma chérie, comment se passent les cours? Maman, je dois te dire quelque chose. Ma voix est sortie plus tremblante que je ne le voulais. Je suis allé au centre de santé aujourd'hui. Le médecin a fait des analyses et il est vraiment inquiet. Il m'a donné une ordonnance que je dois faire exécuter tout de suite. Oh, ma chérie, est-ce juste du stress? Tu as toujours été si inquiète. J'ai fermé les yeux. Non, maman, ce n'est pas du stress. Il a dit que j'avais des symptômes neurologiques et que j'avais besoin de médicaments immédiatement et que je devais consulter un spécialiste dans la semaine. Il y a eu une pause. J'entendais la télévision en arrière-plan, une émission de télé-réalité que mon père regardait toujours. D'accord, a dit ma mère finalement. Nous irons chercher l'ordonnance demain. Ne t'inquiète pas pour ça. Concentre-toi juste sur tes études, d'accord? Un soulagement m'a envahi. Vraiment? Merci. Le médecin avait l'air vraiment sérieux à ce sujet. Léna, on s'en occupe. La voix de mon père s'est fait entendre, légèrement étouffée comme s'il s'était penché par-dessus l'épaule de ma mère. Ne te stresse pas. Nous allons nous occuper de tout. Concentre-toi juste sur l'école. Merci, ai-je murmuré. J'avais vraiment peur. Pas besoin d'avoir peur, ma chérie. Nous sommes tes parents. Nous nous occuperons toujours de toi. J'ai raccroché en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des jours. Ils allaient s'en occuper. Tout allait bien se passer. Je suis rentré à la maison ce week-end, en partie parce que je voulais m'assurer qu'ils avaient récupéré les médicaments et en partie parce que j'avais juste besoin de voir ma famille. La maison était la même que d'habitude, l'érable dans la cour avant perdait des feuilles partout, le camion de mon père dans l'allée, la lumière du Porsche qui clignotait parce qu'il n'arrêtait pas de vouloir la réparer, mais ne le faisait jamais. À l'intérieur, j'ai trouvé ma petite sœur, Ava, vautrée sur le canapé du salon, complètement absorbée par son tout nouvel iPhone. Pas n'importe quel iPhone, le dernier modèle, celui qui coûtait plus cher que mes manuels pour tout le semestre. Beau téléphone, ai-je dit en déposant mon sac près des escaliers. Ava a levé les yeux, son visage s'illuminant. Pas vrai? Maman et papa m'ont fait la surprise hier. Il a cet appareil photo incroyable, et je peux monter mes vidéos directement sur le téléphone. Léna, ma mère est apparue de la cuisine, s'essuyant les mains avec un torchon. Tu es en avance. Je ne t'attendais pas avant le dîner. Mon père l'a suivi, souriant. Voilà notre étudiante. Comment se passe la chimie? Nous nous sommes tous installés dans le salon, et pendant l'heure suivante, j'ai écouté Ava parler de son prochain projet scolaire, quelque chose à propos d'une présentation multimédia qui nécessitait un équipement de qualité professionnelle, ce qui justifiait apparemment le nouveau téléphone. Mes parents étaient suspendus à chacun de ces mots, posant des questions, offrant des suggestions, rayonnant de fierté. J'ai attendu une pause dans la conversation. Et, au fait, mes médicaments. Oh, Léna, pas maintenant. Mon père a fait un geste de la main. Ta sœur nous parle de son projet. Je sais, mais le médecin a dit que c'était urgent. Ma chérie, tu es juste surmenée. Ma mère m'a tapoté le genou distraitement, son attention étant toujours sur Ava. L'université est stressante. Tu dois te détendre davantage. Ava m'a lancé ce regard. Pas tout à fait suffisant, mais presque. Le regard qui disait, tu vois, je compte plus. J'avais vu ce regard toute ma vie. J'ai essayé à nouveau au dîner. Avez-vous récupéré mon ordonnance? Ta sœur a plus besoin de nous en ce moment, a dit mon père en passant le saladier. Elle a cette grande présentation le mois prochain. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Mais le médecin a dit. Les médecins font toujours sonner les choses plus graves qu'elles ne le sont. Ma mère a interrompu. Tu te souviens quand Ava a eu ce rhume et qu'ils ont dit que ça pouvait être une pneumonie? C'était juste un rhume. C'est différent. Vraiment? Mon père a haussé un sourcil. Tu as toujours été un peu dramatique à propos de ta santé, ma chérie. J'ai posé ma fourchette. Mon appétit avait disparu de toute façon. Cette nuit-là, je me suis réveillé en haletant. Ma chambre était sombre, à l'exception du lampadaire qui filtrait à travers les rideaux. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Mes doigts, les deux mains, étaient complètement engourdis, comme s'ils avaient été remplacés par des blocs de bois.
J'ai essayé de m'asseoir, et la pièce a basculé violemment sur le côté. J'ai attrapé ma table de chevet et l'ai ratée, mes mains engourdies maladroites et inutiles. J'ai réussi à me redresser par la seule force de ma volonté, je me suis assise là sur le bord de mon lit, respirant fort, essayant de ne pas paniquer. C'était pire que le laboratoire, pire que tous les épisodes précédents. J'avais besoin de ces médicaments. Ce soir. Je suis descendu en titubant, une main sur le mur pour garder l'équilibre. La cuisine était sombre. J'ai allumé la lumière et j'ai immédiatement repéré le comptoir où ma mère déposait toujours les médicaments de la pharmacie. Rien, juste la boîte de téléphone d'Ava, quelques accessoires qu'elle avait commandés, une pile de courrier, pas de sac de pharmacie, pas de médicaments. J'ai vérifié l'autre comptoir, la table, j'ai même ouvert le réfrigérateur au cas où quelqu'un l'aurait mis là par erreur. Rien. Mes mains étaient toujours engourdies. Ma tête commençait à battre. Et à ce moment-là, debout seul dans la cuisine de mes parents à 2 heures du matin, j'ai eu peur comme je n'en avais jamais eu auparavant. Pas peur de ce qui arrivait à mon corps, peur que ma propre famille ne se soucie pas assez de m'aider. J'ai attendu jusqu'au déjeuner du dimanche pour en parler. Tradition familiale. Tout le monde devait être là, les téléphones rangés, l'attention concentrée. Ils ne pouvaient pas me repousser ou changer de sujet quand nous étions tous assis autour de la table ensemble. Du moins, c'est ce que je me suis dit. Ava montrait les nouvelles fonctionnalités de son téléphone, démontrant la fonction de zoom de l'appareil photo sur la composition florale que maman avait placée au centre de la table. Mes parents étaient convenablement émerveillés. Je suis resté assise tranquillement, mes doigts picotant toujours avec cet horrible engourdissement, un vertige menaçant aux limites de ma conscience. J'ai attendu qu'il y ait une accalmie naturelle dans la conversation. Puis j'ai demandé, gardant ma voix calme et désinvolte, « Avez-vous récupéré mon ordonnance ?» Le médecin a dit que c'était urgent. Mon père n'a même pas levé les yeux de son thé glacé. Il a pris une longue gorgée, a posé le verre avec un doux cliquetis et a dit, « Oh, nous avons utilisé cet argent pour acheter le nouveau téléphone de ta sœur. Elle en avait besoin pour l'école. » Les mots ne se sont pas tout à fait enregistrés au début. C'était comme si mon cerveau ne pouvait pas traiter ce que je venais d'entendre. J'ai du mal comprendre. Il n'aurait pas pu dire ça. Ava faisait défiler son téléphone, ne faisant même pas semblant d'avoir l'air coupable. Au contraire, elle avait l'air satisfaite, même vengée. Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Je l'ai posée doucement comme si je désamorçais une bombe. Mon pouls faisait à nouveau cette chose battante, fort dans mes oreilles. Vous avez utilisé l'argent des médicaments, ai-je dit lentement, pour acheter un téléphone. Léna, ne commence pas, la voix de ma mère avait ce ton d'avertissement, le ton qu'elle utilisait quand elle pensait que j'étais sur le point de faire une scène. Ne commence pas quoi? Demander des médicaments dont un médecin a dit que j'avais besoin immédiatement. Le téléphone était important. Mon père a dit, rencontrant finalement mes yeux. La présentation d'Ava compte pour 30% de sa note. Elle avait besoin d'équipement professionnel. Je l'ai regardé, cet homme qui m'a appris à faire du vélo, qui est venu à ma foire scientifique de 6e année, qui m'appelait sa fille intelligente, et je ne l'ai pas du tout reconnu. D'accord, ai-je dit. Ma voix semblait lointaine, comme si elle venait de quelqu'un d'autre. Alors je suppose que vous n'avez pas lu l'étiquette d'avertissement que le pharmacien a envoyée. La main de ma mère s'est figée avec sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Étiquette d'avertissement? Sa voix a craqué légèrement, juste assez pour que je l'attrape. Quelle étiquette d'avertissement? A demandé mon père, mais son visage était devenu pâle. Ava a soupiré dramatiquement, posant son téléphone face vers le bas sur la table. Léna, ne fais pas en sorte que ça tourne autour de toi encore une fois. J'avais besoin du téléphone pour mon projet. Ce n'est pas comme si tu étais en train de mourir ou quoi que ce soit. Le silence qui a suivi était si complet que j'entendais l'horloge tic-tac dans le couloir. Je me suis penché en avant, j'ai regardé mon père directement dans les yeux et j'ai dit très doucement, le médecin a dit que le médicament prévient les dommages neurologiques, comme ceux qui ne disparaissent pas. Toute la couleur a disparu de son visage. Même ses lèvres sont devenues pâles. Ma mère a fait ce petit bruit comme si quelqu'un l'avait frappé à l'estomac. Léna, tu n'as pas dit que c'était si grave. Je vous ai dit que c'était urgent. Je vous ai dit que le médecin était inquiet. Je vous ai dit que je devais consulter un spécialiste dans la semaine. Ma voix était toujours étrangement calme. Quelle partie de cela ne vous a pas semblé grave?
Eh bien, tu aurais dû être plus clair. Mon père a claqué, mais ses mains tremblaient. J'étais clair. Vous avez choisi le téléphone d'Ava plutôt que ma santé. Le visage d'Ava était passé de suffisant à incertain. Elle a pris son téléphone, puis l'a reposé. Je ne savais pas que c'était si grave, a-t-elle marmonné. N'est-ce pas? Je me suis tourné vers elle. Ou, est-ce que tu t'en fichais juste? Ce n'est pas juste. Juste? J'ai presque ri, mais c'est sorti mal, cassant. Tu veux parler de juste? Ma mère posait frénétiquement des questions maintenant, les mots se bousculant. Quand ai-je vu le médecin? Qu'a-t-il dit exactement? Pourrions-nous faire exécuter l'ordonnance aujourd'hui? Demain? À quel point est-ce grave? Mon père a essayé de se défendre. Nous pensions que le téléphone était en vente. Nous pouvons obtenir tes médicaments la semaine prochaine. Le médecin a dit, plus j'attends, plus ça empire. J'ai repoussé ma chaise, me levant. La pièce a un peu oscillé, mais je me suis stabilisé avec les deux mains sur la table. Il a dit immédiat. Il a dit urgent. Il n'a pas dit, quand votre famille aura le temps. Léna, assieds-toi. Nous allons trouver une solution. Non. J'ai attrapé mon sac à main à l'arrière de ma chaise. Non, je ne pense pas. N'ose pas sortir de cette maison, a aboyé mon père. Je l'ai regardé. Vraiment regardé, cet homme qui est censé me protéger, qui est censé faire passer mon bien-être avant un téléphone, avant sa fierté, avant quoi que ce soit. S'il m'arrive quelque chose, ai-je dit doucement, souviens-toi de ce moment. Souviens-toi que tu avais le choix. J'ai marché vers la porte d'entrée. Ma mère criait mon nom. Mon père se levait, la chaise raclant bruyamment. Ava disait quelque chose à propos de ne pas être dramatique, mais je n'ai pas regardé en arrière. Je ne pouvais pas. Si je regardais en arrière, je pourrais rester. Et si je restais, je pourrais leur pardonner avant qu'ils ne le méritent. Je suis retourné au campus en conduisant avec mes mains serrant si fort le volant que mes articulations sont devenues blanches. Mon téléphone a vibré à plusieurs reprises. Maman, papa, même Ava. J'ai ignoré tout le monde. L'engourdissement de mes doigts se propageait maintenant à mes poignets. Le vertige empirait. Je me suis garé au premier centre de soins d'urgence que j'ai pu trouver. La salle d'attente était presque vide un dimanche soir. Je me suis enregistré auprès d'une réceptionniste qui a à peine levé les yeux de son ordinateur, puis je me suis assise sur l'une de ces chaises en plastique inconfortables et j'ai essayé de ne pas penser au fait que je venais de quitter ma famille, ou qu'ils avaient choisi un téléphone plutôt que ma santé, ou que cela pourrait être aussi grave que le médecin du campus le disait. Quand mon nom a finalement été appelé, j'ai suivi l'infirmière avec des jambes qui ressemblaient à de la gelée. Ils ont repris mes signes vitaux. Tension artérielle élevée, fréquence cardiaque élevée, niveau d'oxygène correct. L'infirmière a noté le tremblement dans mes mains quand j'ai essayé de signer les formulaires de consentement. Le médecin qui est entré était plus âgé avec des cheveux argentés et des lunettes qui étaient assises au bout de son nez. Il a examiné mon dossier sur sa tablette, fronçant les sourcils. « Vous avez vu un médecin du campus la semaine dernière ?» a-t-il demandé. « Oui. Et il vous a prescrit des médicaments que vous n'avez pas encore commencé à prendre. Ma famille était censée aller les chercher. Ils ne l'ont pas fait. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes, n'a rien dit, m'a juste regardé d'une manière qui me faisait me sentir à la fois vu et complètement exposé. J'ai besoin de ces médicaments, ai-je dit. Ma voix a craqué. J'en ai besoin maintenant. Laissez-moi vous examiner d'abord. L'examen a été plus approfondi que celui du campus. Il a testé mes réflexes, ma coordination, mes réactions, a posé des questions détaillées sur chaque symptôme. Depuis combien de temps? À quelle fréquence? S'étaient-ils aggravés? Est-ce que quelque chose les avait déclenchés? Quand il a eu fini, il s'est assis et a croisé les bras. J'aimerais accéder à vos dossiers médicaux précédents. Ai-je votre permission? Bien sûr. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose. Je suis généralement en assez bonne santé. Il a tapoté sa tablette pendant de longues minutes pendant que j'étais assise là à gratter mon ongle du pouce. Puis ses sourcils se sont froncés davantage. C'est étrange, a-t-il murmuré. Quoi? Il vous manque plusieurs années de données médicales, des dossiers datant d'environ. Il a vérifié l'écran. D'environ 12 à 16 ans. Il y a un trou.
Mon estomac s'est effondré. Que voulez-vous dire par un trou? Je veux dire, vos dossiers pédiatriques s'arrêtent brusquement à 12 ans, puis ne reprennent qu'à 17 ans. 4 ans de rien, il m'a regardé. Savez-vous pourquoi il en serait ainsi? Non. Je ne me souviens pas avoir été malade pendant cette période. Je veux dire, j'ai eu les choses habituelles, des rhumes, la grippe, mais rien de grave. Quelqu'un a-t-il modifié votre dossier médical? La question m'a frappé comme de l'eau froide. Quoi? Non. Qui le ferait? Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Il m'a montré son écran, bien que je ne puisse pas comprendre la plupart des choses. Ces journaux d'accès montrent que votre fichier a été ouvert plusieurs fois à partir d'un compte administratif. Des modifications ont été apportées à vos antécédents médicaux. Plus précisément, plusieurs codes de diagnostic ont été supprimés. Mon cerveau avait l'impression d'être en court-circuit. Je ne comprends pas. Pourquoi quelqu'un supprimerait-il des codes de diagnostic? C'est ce qui m'inquiète. La voix du médecin était douce mais sérieuse. Parfois, les membres de la famille qui ont accès au portail de patients apportent des modifications lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec un diagnostic ou lorsqu'ils veulent empêcher que certains traitements soient recommandés. La pièce semblait soudainement trop petite, trop chaude. Mes parents ne le feraient pas. Sauf que peut-être qu'ils l'avaient déjà fait. Je veux faire des tests plus poussés, a-t-il poursuivi. Et je vais vous référer à un neurologue. Cela aurait dû être réglé il y a des années. Des années? Ma voix est sortie comme un murmure. Que voulez-vous dire par des années? Il a hésité, choisissant ses mots avec soin. Sur la base de votre présentation actuelle et de la progression des symptômes que vous avez décrits, ce n'est pas quelque chose qui s'est développé au cours des derniers mois. C'est quelque chose qui se construit depuis un certain temps. Les tests ont duré 2 heures, analyse de sang, un autre examen neurologique, quelque chose appelé un EEG, où ils ont collé des électrodes sur ma tête et m'ont dit de fermer les yeux. Je suis resté allongé là sous les néons, essayant de ne pas penser aux dossiers médicaux manquants, aux fichiers modifiés et à la possibilité que quelqu'un dans ma famille me mente depuis des années. Quand ce fut terminé, le médecin m'a écrit une ordonnance, la même que celle que le médecin du campus avait prescrite, et me l'a tendue avec des instructions très précises. Prenez ceci 2 fois par jour. Ne sautez pas de dose. N'attendez pas. Et consultez ce neurologue. Il m'a tendu une carte de référence. Je marque ceci comme urgent. À quel point est-ce urgent? Je note sur votre dossier que vous devriez être vu dans les 72 heures. S'ils ne peuvent pas s'adapter à cela, appelez-moi directement. Il a écrit son numéro de portable au dos de la carte. Les médecins ne donnent pas leur numéro de portable pour des problèmes mineurs. Je suis sorti de la clinique avec des ordonnances serrées dans ma main et je les ai fait exécuter à la pharmacie ouverte 24 heures sur 24 à côté. Je suis resté là sous les lumières crues à regarder le pharmacien compter les pilules dans un flacon orange, et j'ai senti quelque chose de fondamental changer en moi. C'était réel. Cela se passait. Et pour une raison que je ne comprenais pas encore, quelqu'un avait essayé de me le cacher. Mon téléphone n'avait pas arrêté de vibrer. J'ai finalement regardé pendant que j'attendais mon ordonnance, 17 appels manqués, 32 SMS. La plupart venaient de ma mère, s'il te plaît, appelle-nous. Nous sommes inquiets. Rentre à la maison pour que nous puissions parler. Ne sois pas fâché. Nous pouvons arranger ça. Quelques-uns de mon père, c'est ridicule. Arrête de réagir de façon excessive. Appelle ta mère. Et un Dava, pourquoi tu es comme ça? Ce n'est qu'un téléphone. J'ai regardé ce dernier pendant un long moment. Puis j'ai ouvert un nouveau message à ma mère. Je ne rentre pas à la maison ce soir. Sa réponse a été immédiate. Où es-tu? Nous devons parler. Je vais chercher mes médicaments. Les médicaments que vous étiez censé aller chercher pour moi. Léna, s'il te plaît, rentre à la maison. Nous devons parler de quelque chose d'important. Mes doigts ont hésité au-dessus du clavier. Quelque chose d'important. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que le fait qu'ils aient privilégié un téléphone plutôt que des médicaments dont leur fille avait désespérément besoin? Je ne suis pas prête à vous parler, ai-je répondu. Le SMS de mon père est arrivé quelques secondes plus tard. S'il te plaît, n'implique pas des étrangers dans les affaires de famille. Des étrangers? Il voulait dire des médecins, des professionnels de la santé qui prenaient réellement mon état au sérieux. Je n'ai pas répondu à celui-là.
J'ai récupéré mes médicaments, j'ai pris la première dose la même dans la pharmacie et j'ai conduit jusqu'à la seule personne qui, selon moi, pourrait réellement me dire la vérité, ma tante Linda, la sœur aînée de ma mère. Elle habitait à environ 20 minutes du campus dans une petite maison de plein pied avec un jardin qui sentait toujours la lavande. Elle a ouvert la porte en peignoir, a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a fait entrer sans dire un mot. « Je vais faire du thé », a-t-elle dit. Nous nous sommes assises à sa table de cuisine, elle en peignoir, moi toujours vêtu des vêtements que j'avais portés au déjeuner du dimanche qui me semblait maintenant dater d'une éternité. Elle a déposé une tasse de camomille devant moi et a attendu. Je lui ai tout dit, le vertige, le médecin du campus, l'ordonnance que mes parents n'ont jamais exécutée, la visite aux soins d'urgence, les dossiers médicaux manquants. Elle n'a pas eu l'air surprise. C'est ce qui m'a frappé. Le manque total de surprise sur son visage. Tu savais, ai-je dit catégoriquement. Tu savais que quelque chose n'allait pas. Tante Linda a enroulé ses mains autour de sa propre tasse et a soupiré. Je ne savais pas pour les médicaments actuels. Ta mère ne m'a pas dit grand-chose ces derniers temps, mais... Elle s'est arrêtée, semblant se débattre avec quelque chose. Léna, il y a des choses sur les finances de ta famille que tu ne sais pas. Quelle chose? Vous vous souvenez quand Ava a commencé dans cette académie de musique coûteuse quand elle avait 14 ans? Ouais. Maman et papa ont dit que c'était un investissement dans son avenir. C'en était un, mais cet argent devait venir de quelque part. Tante Linda m'a regardé fixement. Il provenait des économies médicales qu'ils avaient mises de côté pour toi. La tasse a glissé dans mes mains. Le thé a éclaboussé la table. Quoi? Tu avais aussi des problèmes de santé à l'époque. Tu te souviens? Tu avais 13, 14 ans. Tu avais tout le temps des vertiges. Tes mains s'engourdissaient. Ils t'ont emmené chez des médecins, plusieurs médecins, et il a été question de faire des tests approfondis. Des tests coûteux. Des pièces se mettaient en place dans ma tête, mais elles formaient une image que je ne voulais pas voir. Je ne me souviens de rien de tout ça. Ta mère ne voulait pas que tu t'inquiètes. Elle t'a dit que c'était juste des douleurs de croissance, juste du stress de l'école. Mais ils savaient, on leur avait dit que tu avais besoin d'un suivi, et ils ont utilisé cet argent pour Ava à la place. Tante Linda n'a pas répondu, ce qui valait bien une réponse. Je me suis levé brusquement, ma chaise raclant bruyamment dans la cuisine silencieuse, j'ai fait les 100 pas jusqu'à la fenêtre et en revenant, j'ai essayé de respirer à travers la tension dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec mon état de santé. Ils ont sacrifié ma santé, ai-je dit doucement, pour sa carrière musicale. Je ne pense pas qu'ils l'aient vu de cette façon à l'époque. Je pense qu'ils se sont convaincus que tu allais bien, que les médecins étaient trop prudents, que l'opportunité d'Ava était sensible au facteur temps et que tes problèmes médicaux pouvaient attendre. Mais ils ne pouvaient pas attendre. Le médecin a dit aujourd'hui, cela se préparait depuis des années. Je sais, chérie. Je sais. Un souvenir a fait surface, flou et fragmenté. J'avais peut-être 14 ans, allongé sur un lit d'hôpital, les lumières trop vives. Ma mère pleurait. Je me suis souvenu qu'elle disait quelque chose. Quoi donc? Quelque chose sur le fait que, je ne pouvais pas savoir quelque chose. Elle ne doit pas savoir. Elle est trop jeune. Qu'est-ce que je ne devais pas savoir? J'ai demandé à voix haute. L'expression de tante Linda a changé, est devenue méfiante. Que veux-tu dire? Je viens de me souvenir de quelque chose, être à l'hôpital. Maman pleurait et elle a dit que je ne pouvais pas savoir quelque chose parce que j'étais trop jeune. De quoi parlait-elle? Ma tante est restée silencieuse pendant un long moment. Quand elle a finalement parlé, sa voix était prudente. Tu devrais demander à tes parents à ce sujet. Je te le demande à toi, Léna, s'il te plaît. J'étais en train de supplier maintenant. S'il te plaît, dis-moi juste la vérité. Qu'est-ce que je ne sais pas? Elle ferma brièvement les yeux, puis les ouvrit et me regarda avec quelque chose comme du chagrin. Quand tu avais 14 ans, on t'a diagnostiqué une maladie rare. Je ne me souviens pas du nom exact, quelque chose de neurologique. Les médecins voulaient commencer le traitement immédiatement, médicaments, surveillance, changement de style de vie. C'était cher à long terme. La cuisine semblait étouffante. Et mes parents ont dit non. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de temps pour y réfléchir, pour obtenir un deuxième avis, pour comprendre toutes les options. Sa voix était amère maintenant, mais ce qu'ils voulaient vraiment,
c'était du temps pour trouver comment se payer l'école de musique d'Ava. Et au moment où ils avaient pris cette décision, ils avaient trop honte de te dire la vérité sur la raison pour laquelle ils avaient retardé ton traitement. Alors ils ont juste fait semblant que ça ne s'était jamais produit. Ils se sont convaincus que tu allais bien, que les symptômes avaient disparu, que les médecins s'étaient trompés. Mais je n'allais pas bien. Ma voix s'est brisée. Je ne vais toujours pas bien. Tante Linda s'est levée et m'a serré dans ses bras. Je me suis laissé aller contre elle, tremblant de colère, de chagrin et de trahison. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'ai murmuré contre son épaule. J'ai essayé de parler à ta mère à plusieurs reprises. Elle a dit qu'il gérait la situation, qu'il savait ce qui était le mieux pour toi. Elle recula, les mains sur mes épaules. Je suis désolé. J'aurais dû faire plus. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un texto d'Ava, ne demande pas à papa. Demande à maman. Je l'ai montré à tante Linda. Elle l'a lu et a secoué la tête. Ta sœur en sait plus qu'elle ne le laisse entendre. Tout le monde en sait plus que moi. J'ai senti un rire amer bouillonner. Je suis la seule qui ne savait pas que mes propres antécédents médicaux m'étaient cachés. J'ai quitté la maison de tante Linda avec plus de questions que de réponses et j'ai conduit sans but pendant un certain temps, juste pour essayer de comprendre tout cela. Finalement, je me suis retrouvé sur le parking de l'hôpital où j'étais né, où j'avais eu d'innombrables rendez-vous dans mon enfance, où apparemment j'avais passé du temps en tant qu'adolescente que je ne pouvais même pas me rappeler correctement. J'étais assise dans ma voiture, fixant le bâtiment, quelque part, et il y avait des dossiers sur moi, des dossiers que quelqu'un avait altérés ou supprimés ou cachés, des dossiers qui pourraient expliquer pourquoi mes parents avaient fait les choix qu'ils avaient faits. Mon téléphone a sonné. Ma maman. J'ai failli ne pas répondre, mais une petite partie de moi espérait encore qu'elle aurait une explication raisonnable. Léna? Sa voix était tendue de panique. Où es-tu? S'il te plaît, tu dois rentrer à la maison. Nous devons parler. Je ne rentre pas à la maison. Ce n'est pas quelque chose dont nous pouvons discuter au téléphone. Alors je suppose qu'on n'en discute pas, j'ai été surprise de voir à quel point ma voix était stable. Tu ne comprends pas. Il y a des choses que tu ne sais pas. C'est le problème, maman. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, des choses que tu m'as délibérément cachées, des choses que toi et papa avez décidé que je n'avais pas le droit de savoir. Silence, puis doucement, à qui as-tu parlé? Est-ce que ça a de l'importance? Linda, pas une question, une accusation. Elle t'a tout dit. Elle m'en a dit assez. Elle m'a dit que quand j'avais 14 ans, j'avais un diagnostic que vous avez ignoré, que vous avez utilisé l'argent destiné à mes soins médicaux pour payer l'école de musique d'Ava, que vous me mentez depuis des années. Ce n'est pas si simple. Ça me semble assez simple, à moi. S'il te plaît, rentre à la maison pour qu'on puisse t'expliquer. Non. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient à nouveau, mais cette fois ce n'était pas seulement les symptômes médicaux. C'était de la rage pure et nette. Je suis sorti de ma voiture et suis entré dans l'hôpital. Le service des archives était au 2e étage, après la cafétéria et à travers un labyrinthe de couloirs qui se ressemblaient tous. Je l'ai trouvé finalement, un petit bureau avec un comptoir et une femme d'âge moyen qui tapait sur un ordinateur. Puis-je vous aider? Je dois accéder à mes dossiers médicaux, d'anciens dossiers de quand j'étais adolescente. Elle m'a fait remplir un formulaire, montrer ma pièce d'identité, signer des autorisations. Puis elle a disparu dans une arrière-salle pendant que je me tenais là sous les néons, ayant l'impression que j'étais sur le point d'ouvrir la boîte de Pandore. Quand elle est revenue, elle avait l'air mal à l'aise. Y a-t-il un problème, ai-je demandé. Eh bien, elle a posé un mince dossier sur le comptoir, votre dossier est inhabituellement clairsemé pour quelqu'un de votre âge, et plusieurs sections sont marquées comme restreintes. Restreinte comment? Restreinte comme si seul un parent ou un tuteur légal pouvait y accéder. Mais ce sont mes dossiers, concernant ma santé. Je comprends, mais ces restrictions ont été mises en place lorsque vous étiez mineur. Vous avez plus de 18 ans maintenant, mais les signalements sont toujours actifs dans le système. Elle a ouvert le dossier me montrant des pages qui étaient presque entièrement caviardées. Des barres noires recouvraient la majeure partie du texte. Je peux demander à ce qu'elles soient levées, mais cela nécessite l'autorisation de la personne qui a mis en place les restrictions à l'origine. Mes parents, très probablement, oui. J'ai regardé les pages censurées, mes propres antécédents médicaux cachés derrière des barres noires et des codes de contrôle parental.
Pouvez-vous au moins me dire quelles années ces restrictions couvrent? Elle a vérifié son ordinateur. De 12 à 16 ans, 4 ans. Le même écart que le médecin des urgences avait remarqué. C'est très inhabituel, a ajouté la réceptionniste, clairement mal à l'aise avec toute la situation. La plupart des parents ne restreignent pas l'accès aux dossiers médicaux de routine. Qu'en est-il de l'historique des rendez-vous? Pouvez-vous me dire si j'ai eu des rendez-vous pendant ces années, même si vous ne pouvez pas me dire à quoi ils servaient? Elle a hésité, puis a tapé quelque chose. Ses sourcils se sont levés. Oh, oui. Pas mal de rendez-vous, en fait. Plusieurs spécialistes, neurologie certainement, certains avec. Elle a plissé les yeux sur l'écran. On dirait une conseillère en génétique. Mon cœur battait à nouveau la chamade. Une conseillère en génétique? Pourquoi irais-je voir une conseillère en génétique? Je ne peux pas accéder aux notes. Je suis désolé. Qu'en est-il de la pharmacie? Pouvez-vous voir quelles prescriptions ont été rédigées? Plus de frappes, plus de froncements de sourcils mal à l'aise. Plusieurs ordonnances ont été rédigées pendant cette période, mais elles ont toutes été annulées ou jamais exécutées. Toutes? Toutes, d'après ça. Quelqu'un avec un accès au portail parental les a marquées comme patient à refuser ou famille à demander un traitement alternatif. Mais je n'ai rien refusé. Je ne savais même pas que j'avais besoin d'un traitement. Pouvez-vous me dire à quoi servaient les ordonnances? Je ne peux pas voir les médicaments spécifiques. Ces détails sont derrière la restriction. J'ai sorti ma bouteille d'ordonnance actuelle. Était-ce ça? Était-ce l'un de ces médicaments? Elle a jeté un coup d'œil à l'étiquette, puis à son écran, et n'a pas vraiment croisé mon regard. Je ne peux vraiment pas le dire. Ce qui signifiait oui, ce qui signifiait qu'il y a des années, les médecins avaient essayé de prescrire exactement ce que je prenais maintenant et que quelqu'un m'avait empêché de l'obtenir. J'ai quitté l'hôpital hébété et j'ai appelé le cabinet du neurologue depuis ma voiture. Il pouvait me voir demain à 9 h si j'étais disposé à venir pour un créneau d'annulation. J'ai dit oui immédiatement. Puis je suis resté assise là à essayer de reconstituer les fragments d'informations que j'avais recueillis, les dossiers manquants, les ordonnances annulées, la conseillère en génétique, les années de silence et de mensonges. Mon téléphone a vibré. Le nom du pharmacien est apparu sur l'écran. Je lui avais donné mon numéro lorsque j'avais récupéré l'ordonnance. Mademoiselle Patterson, ici David de la pharmacie Eastside. J'ai des informations préoccupantes concernant votre médicament dont je pense que vous devriez être au courant. D'accord. Lorsque je remplissais votre ordonnance, j'ai effectué une vérification de routine dans notre système. Votre médicament vous a déjà été prescrit une fois, il y a environ 8 ans, dans notre succursale. Il y a 8 ans, j'aurais eu 14 ans. Les notes dans notre système indiquent qu'il y avait un avertissement urgent joint à cette ordonnance, quelque chose concernant la classification de risque critique, mais lorsque j'ai vérifié votre dossier actuel, votre niveau de risque est marqué comme faible. Je ne comprends pas. Comment est-ce possible? C'est ce qui m'a inquiété. Alors, j'ai fait des recherches. Quelqu'un avec un accès au portail a modifié votre classification de risque la semaine dernière, la faisant passer de critique à faible. Ce n'est pas quelque chose qui arrive accidentellement. Le parking semblait s'incliner. Quelqu'un a délibérément dégradé la gravité de mon état. Je ne peux pas spéculer sur l'intention, mais oui, la classification a été modifiée. Et à cause de ce changement, votre ordonnance actuelle n'a pas été signalée comme urgente lorsque vos parents ont récupéré le. Il s'est arrêté. Attendez, avez-vous dit que vos parents ne l'avaient pas récupéré? Ils ne sont jamais allés à la pharmacie. Oh. Oh non, mademoiselle Patterson. Quand quelqu'un avec un accès au portail modifie une classification de risque et ne récupère pas un médicament critique, cela soulève de sérieux drapeaux rouges. Je pense que vous devez documenter cela. Cela pourrait être de la négligence médicale. Négligence médicale. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Qui a changé ma classification? Le journal d'accès montre que cela a été fait à partir du compte du portail de votre père. Je ne me souviens pas d'avoir conduit jusqu'au campus. Une minute j'étais sur le parking de l'hôpital, la minute suivante j'étais assise dans ma chambre de résidence à regarder l'écran de mon ordinateur portable. Je me suis connecté à mon portail patient, quelque chose que je n'avais presque jamais utilisé parce que mes parents s'occupaient toujours des affaires médicales pour moi. J'ai créé un nouveau mot de passe parce que j'avais oublié l'ancien,
j'ai attendu l'email de vérification. Quand j'ai finalement accédé, je suis allé directement au journal d'activité. Le compte de mon père avait accédé à mon dossier 6 fois au cours du dernier mois. À chaque fois, il avait apporté des modifications, supprimé des signalements, abaissé les marqueurs d'urgence, modifié les notes de symptômes que j'avais saisies. Une entrée montrait qu'il avait en fait modifié mes symptômes signalés de « grave et s'aggravant » à « léger et intermittent ». Il avait littéralement réécrit mes antécédents médicaux pour me faire paraître moins malade que je ne l'étais. Un souvenir a fait surface, net et clair cette fois. J'avais peut-être 15 ans, assise sur le bord d'un lit d'hôpital. Un médecin, une femme aux yeux gentils, parlait à mes parents dans le couloir. Je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient, mais je pouvais voir le visage de mon père, en colère, sur la défensive. Ma mère pleurait. Puis mon père est revenu et a dit « Habille-toi. Nous partons. » Le médecin ne sait pas de quoi elle parle. Nous sommes partis. Je ne me souviens pas d'y être retourné, mais j'ai dû le faire parce que mes dossiers indiquaient que j'avais eu plusieurs rendez-vous au cours de l'année suivante, des rendez-vous dont je n'ai presque aucun souvenir. Quoi d'autre m'avait-il caché? Quoi d'autre m'avait-il convaincu qui ne s'était pas produit? Mon téléphone a sonné à nouveau. Maman. J'ai répondu cette fois, mais je n'ai pas parlé. Léna, sa voix était rauque, comme si elle avait pleuré. S'il te plaît, nous devons parler en personne. Il y a des choses que tu dois comprendre. Je comprends beaucoup de choses. Je comprends que toi et papa me mentez depuis des années, que vous avez utilisé l'argent destiné à mes soins de santé pour Ava, que papa a accédé à mes dossiers médicaux et les a modifiés pour me faire paraître moins malade. Silence, assez long pour que je pense qu'elle avait raccroché. Comment as-tu découvert, a-t-elle finalement chuchoté. Est-ce que ça a de l'importance? Linda, pas une question, une accusation. Elle t'a tout dit. Elle m'en a dit assez. Ce n'est pas, c'est plus compliqué que ça. Essayez. J'ai le temps. Pas au téléphone. S'il te plaît, rentre à la maison. Pourquoi? Pour que vous puissiez me manipuler en personne? Pour que je puisse vous expliquer pourquoi nous avons fait les choix que nous avons faits? Vous voulez dire pourquoi vous avez choisi Ava plutôt que moi? Pourquoi vous avez joué avec ma santé? Pour qu'elle puisse avoir des cours de musique? Ce n'est pas. Sa voix s'est brisée. Léna, il y a des choses sur notre famille que tu ne sais pas. Des choses médicales, des choses dont nous essayons de te protéger. Cela m'a arrêté. Quelle chose médicale? Je ne peux pas comme ça. S'il te plaît, rentre à la maison, ou laisse-moi venir te voir, mais nous ne pouvons pas parler de ça au téléphone. Donne-moi une bonne raison pour laquelle je devrais croire quoi que ce soit que tu dis. Parce que je suis ta mère, et malgré ce que tu penses en ce moment, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Drôle de façon de le montrer. J'ai raccroché, mais ces mots sont restés avec moi, des choses médicales sur notre famille, des choses dont ils essayaient de me protéger. J'ai pensé à la conseillère en génétique, à la façon dont la réceptionniste de l'hôpital avait semblé mal à l'aise quand elle avait vu mon dossier, à l'urgence dans la voix de ce médecin du campus. Qu'est-ce que j'avais exactement? Qu'est-ce que j'avais toujours eu que personne ne nommerait? J'ai envoyé un texto à Ava. Que sais-tu de mon état de santé? Elle n'a pas répondu pendant 10 minutes. Puis, je ne veux pas m'impliquer. Tu es déjà impliqué. Qu'est-ce que tu voulais dire plus tôt quand tu as dit de ne pas demander à papa? Autre longue pause. Maman en sait plus que lui sur les tests. Sur ce qu'ils ont trouvé quand tu étais plus jeune? Quel test? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Je ne connais pas les détails. Je sais juste que c'est génétique. Et maman avait peur. Génétique? Comment? Je ne veux vraiment pas parler de ça. Ava, je les ai entendus se disputer une fois quand tu étais à l'hôpital cette fois-là. Maman voulait tout te dire, et papa a dit que tu étais trop jeune et que ça te ferait juste peur, et peut-être que tu t'en remettrais. Je ne vais pas me remettre d'une maladie génétique. Je sais. Je le sais maintenant, d'accord? Mais j'avais genre 12 ans et je ne comprenais pas de quoi il parlait et je voulais juste que tout le monde arrête de crier. J'ai regardé mon téléphone et les textos paniqués de ma petite sœur et j'ai senti quelque chose s'adoucir légèrement. Elle avait été une enfant, elle aussi. Elle avait été tenue dans l'ignorance presque autant que moi. De quoi d'autre te souviens-tu? J'ai tapé juste ça. Qu'ils avaient peur. Vraiment peur.
Et après ça, ils ont commencé à agir comme si tout allait bien, comme si rien n'allait mal. Et tu semblais aller bien. Alors, j'ai pensé que peut-être tout allait bien. Tout ne va pas bien. Je sais. Je suis désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de penser aux maladies génétiques, aux diagnostics cachés, aux parents qui aiment leurs enfants mais ont fait des choix terribles. Le cabinet du neurologue a appelé à 8 heures du matin. Pouvais-je venir plus tôt? Ils avaient eu une autre annulation, et le médecin voulait me voir dès que possible. J'étais là à 8h30. La neurologue était une femme dans la cinquantaine avec des cheveux grisonnants et des mains fermes. Docteur Sarah Chin, selon son badge. Elle a examiné mes dossiers, à la fois les dossiers actuels et tous les dossiers auxquels elle avait pu accéder de mon passé, pendant longtemps avant de parler. Léna, a-t-elle dit finalement, j'ai besoin que vous soyez complètement honnête avec moi. Que savez-vous de vos antécédents médicaux familiaux? Apparemment rien. C'est pour ça que je suis ici. Elle a affiché des images sur son ordinateur, des scanners cérébraux. J'ai réalisé, des IRM. Celle-ci date d'il y a 5 ans. Saviez-vous que vous aviez fait ça? J'ai regardé les images. Non. Et celle-ci date de la semaine dernière. Elle les a mises côte à côte. Même à mon œil non entraîné, je pouvais voir la différence, quelque chose dans la deuxième image qui n'était pas dans la première, quelque chose qui semblait mal. Qu'est-ce que c'est? Ma voix est sortie rauque. Ça, a dit doucement le docteur Chin, c'est une inflammation neurologique progressive qui aurait dû être traitée il y a 5 ans lors de sa première apparition. La pièce semblait se rétrécir à seulement son visage, ses yeux fermes, son expression prudente. Que se passe-t-il si elle n'est pas traitée, ai-je demandé. Concentrons-nous sur le fait de vous faire traiter maintenant. Ce n'est pas une réponse, ai-je soupiré. Non traitée, ce type d'inflammation peut causer des dommages permanents, altération de la fonction motrice, problèmes sensoriels. Dans les cas graves, des crises d'épilepsie. Est-ce que je suis grave? Vous vous en rapprochez. Encore quelques mois. Elle n'a pas fini la phrase, n'avait pas besoin de le faire. Et il y a 5 ans, si j'avais été traité, alors vous iriez bien. Aucun dommage durable du tout. J'ai senti quelque chose se briser en moi, un dernier espoir fragile que peut-être mes parents avaient juste fait une erreur, que peut-être ils ne savaient pas à quel point c'était grave. Mais ils savaient. Ils avaient ces scanners. Ils ont vu ces images. Et ils ont choisi de ne rien faire. Il y a autre chose, a dit prudemment le docteur Chin. Le schéma d'inflammation que vous avez, il est compatible avec un marqueur génétique, un marqueur qui court souvent dans les familles. Ce qui signifie que ce n'est peut-être pas aléatoire? Ce qui signifie que quelqu'un dans votre famille pourrait avoir la même condition ou être un porteur. Mes parents m'auraient dit si, l'auraient-ils fait? Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes, pas méchamment, et je n'avais pas de réponse à ça. J'étais assise dans le bureau du docteur Chin, à regarder ses scanners cérébraux, et quelque chose à l'intérieur de moi s'est juste brisé. Pas bruyamment, pas dramatiquement, juste une rupture silencieuse et irréversible. Je dois parler à ma mère, ai-je dit. Le docteur Chin m'a tendu sa carte de visite. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Elena, commencez le médicament aujourd'hui. N'attendez pas une heure de plus. Je suis allé au travail de ma mère, un cabinet dentaire où elle travaillait comme réceptionniste. Je lui ai envoyé un texto depuis le parking, sors maintenant. Elle est apparue 3 minutes plus tard, pâle et tremblante, son badge de travail toujours accroché à son cardigan. Elle s'est dirigée vers ma voiture comme si elle approchait d'une bombe qui pourrait exploser. Je suis sorti, suis resté là les bras croisés, j'ai attendu. Léna, je ne. Ma voix était plate, morte. Dis-moi juste la vérité. Toute la vérité. Elle a regardé autour du parking, vérifiant si quelqu'un pouvait nous entendre. Puis elle a attrapé mon poignet, pas brutalement mais désespérément, et m'a tiré vers le côté du bâtiment où se trouvaient les bennes à ordures, privées, cachées. J'ai supplié ton père de ne pas le faire, a-t-elle chuchoté. Ses yeux étaient déjà rouges, se remplissant déjà de larmes. Quand tu avais 14 ans et que le médecin a dit que tu avais besoin d'un traitement, je l'ai supplié. J'ai dit qu'on ne pouvait pas attendre, mais il a dit qu'on ne pouvait pas tout risquer pour quelque chose qui pourrait être grave, pourrait être. J'ai retiré mon poignet. Les scanners étaient juste là.
Le diagnostic était clair. Il m'a convaincu que ça pouvait attendre, qu'on pouvait voir si ça empirait, que peut-être tu t'en remettrais. Elle pleurait maintenant, du mascara coulant sur ses joues. Le médecin soupçonnait une maladie neurologique dégénérative. Le traitement était cher à long terme, et ton père a dit. Laisse-moi deviner, l'école de musique d'Ava était plus importante? Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Nous avions l'argent. Nous l'avions. Mais ton père l'a investi. Il a dit que c'était pour tous nos futurs, une opportunité commerciale qui ne pouvait pas échouer. Et puis ça a échoué. Tout est parti. Alors ils ont joué ma santé sur un accord commercial et ont perdu. Au moment où tu t'es effondré à nouveau, a continué ma mère, sa voix se brisant, nous avions trop honte de te le dire, trop honte d'admettre qu'on avait attendu, qu'on avait choisi mal. Honte? J'ai ri, mais c'est sorti mal, creux. Vous aviez honte. Alors vous avez juste, quoi? Fait semblant que ça ne s'était jamais produit? Ton père a accédé à tes dossiers médicaux, a changé des choses, a fait en sorte que ça ait l'air moins grave pour que les médecins ne fassent pas des tests coûteux. Il pensait que si on pouvait juste te maintenir stable jusqu'à ce que tu obtiennes ton diplôme, jusqu'à ce que tu aies ta propre assurance, jusqu'à ce que ça devienne mon problème au lieu du tien. Elle n'a pas nié. J'ai pensé à Ava, à son école de musique, à ses compétitions, à son nouveau téléphone. Est-ce qu'Ava est au courant de tout ça? Elle nous a surpris en train de nous disputer il y a des années. Elle sait que tu avais une maladie qu'on n'a pas traitée. Elle a été terrifiée que tu découvres et que tu la blâmes. Je ne la blâme pas. Elle était une enfant. J'ai regardé ma mère, je l'ai vraiment regardée, cette femme qui avait préparé mes déjeuners et tressé mes cheveux et m'avait bordé le soir. Je vous blâme vous. Et papa. Vous avez eu le choix. Chaque jour pendant des années, vous avez eu le choix. S'il te plaît, ne pars pas, elle a tendu la main vers moi à nouveau. On peut arranger ça. On paiera pour tout maintenant. Tout ce dont tu as besoin. Vous ne pouvez pas réparer 10 ans de silence. J'ai reculé. Vous ne pouvez pas endommager mon cerveau. Vous ne pouvez pas me rendre les années où j'aurais pu être en bonne santé. Léna, non. Je me suis tourné vers ma voiture. Vous l'avez choisie à chaque fois. À chaque fois. Et maintenant, je me choisis moi. Je suis parti en voiture pendant qu'elle se tenait là à pleurer sur le parking. J'étais presque de retour au campus quand Ava a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher. Léna? Sa voix était petite, effrayée. Maman vient de m'appeler. Elle est vraiment bouleversée. Tant mieux. Ne pars pas. S'il te plaît. On peut arranger ça en famille. J'ai mis la voiture en position de stationnement, j'ai fermé les yeux. Ava, savais-tu que j'étais malade quand on était plus jeune? Silence. Ava? Je les ai entendus se disputer un soir, a-t-elle chuchoté. Tu étais à l'hôpital. Papa criait sur maman qu'il ne pouvait pas se permettre à la fois ton traitement et mon école. Et maman pleurait et disait qu'il devait trouver un moyen. Et puis papa a dit. Sa voix s'est brisée. Il a dit que te garder calme était mieux que de te faire peur avec un diagnostic que tu ne pouvais pas comprendre. Et tu étais d'accord avec lui. J'avais 12 ans. Je ne savais pas quoi faire. Je ne comprenais pas à quel point c'était grave. Mais tu le sais maintenant. Tu le sais depuis des années, et tu n'as rien dit. J'avais peur, elle pleurait maintenant. J'avais peur que tu me détestes, que tu me blâmes pour leur choix, que tout s'effondre. Tout s'effondre, Ava. Ça s'effondre depuis des années. On a juste fait semblant que ce n'était pas le cas. S'il te plaît, ne me déteste pas. Je voulais la détester. Ce serait plus facile que ce gâchis compliqué d'amour, de colère et de chagrin. Mais elle était ma sœur, et elle avait été une enfant prise dans le même réseau de mensonges que moi. Je ne te déteste pas, ai-je finalement dit. Mais je ne peux pas être près de vous en ce moment. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de temps. Combien de temps? Je ne sais pas, j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués et un message vocal de mon père. Je l'ai écouté en prenant mes médicaments. Le médicament que j'aurais dû prendre depuis des années. Léna, écoute. Ne parle à personne des tests. Nous pouvons régler ça en privé.
Les affaires de famille restent dans la famille. Rappelle-moi. J'ai supprimé le message. Le cabinet du docteur Chin a appelé à 9 h du matin. Pouvez-vous venir aujourd'hui? Vos résultats d'analyse sont arrivés et le médecin souhaite en discuter immédiatement avec vous. J'étais là à 10 h. L'expression du docteur Chin quand je suis entré dans son bureau m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ça allait être mauvais. Elle a affiché 2 scanners IRM sur l'écran de son ordinateur, l'un étiqueté, il y a 5 ans, et l'autre étiqueté, la semaine dernière. Même moi, je pouvais voir la différence. Le scanner le plus récent montrait des ombres qui n'étaient pas dans l'ancien, des motifs qui semblaient anormaux. Léna, a-t-elle dit doucement, vous auriez dû être traité à l'époque. La progression est importante. Je le savais déjà, mais entendre cela énoncé si clairement, si définitivement, a fait s'effondrer quelque chose à l'intérieur de moi. Vous avez un trouble neurologique inflammatoire progressif à un stade précoce. Il est traitable, mais le retard de traitement a compliqué les choses. Complicado comment? Ma voix semblait lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Les risques à long terme comprennent des retards moteurs partiels, des évanouissements récurrents, des lésions nerveuses potentielles. Elle a fait une pause. La plupart de ces problèmes auraient pu être évités si vous aviez commencé le traitement il y a 5 ans. Je me suis enfoncé dans la chaise. Mes mains tremblaient. Est-ce de ma faute? De ne pas avoir insisté davantage? De ne pas avoir? Non. Sa voix était ferme, tranchante. Vous étiez une enfant. Vous avez fait confiance aux adultes dans votre vie pour vous protéger. Ce n'est pas de votre faute. Mais j'avais l'impression que c'était de ma faute. J'avais l'impression que j'aurais dû savoir, que j'aurais dû me battre davantage, que j'aurais dû exiger des réponses au lieu d'accepter le rejet. Nous allons commencer un traitement agressif immédiatement, a continué le docteur Chin. Médicaments 2 fois par jour, surveillance hebdomadaire, et vous devez éviter le stress et le surmenage. Elle m'a regardé attentivement. Y a-t-il quelqu'un qui peut vous soutenir dans cette épreuve? Famille, amis? J'ai pensé à mes parents, à Ava, au fait que les personnes qui auraient dû être mon système de soutien étaient celles qui avaient causé cela. Je vais me débrouiller, ai-je chuchoté. Après le rendez-vous, je me suis assise dans ma voiture sur le parking et j'ai pleuré, pas les pleurs de colère d'avant, juste des sanglots épuisés, accablés de chagrin qui venaient de quelque part de profond et de brisé à l'intérieur de moi. Une femme âgée a frappé à ma fenêtre. J'ai levé les yeux, embarrassé, et elle m'a fait signe de la baisser. Vous allez bien, ma chère? Merci. Elle m'a tendu un mouchoir à travers la fenêtre. Je vous ai vu sortir de la neurologie. J'avais mon rendez-vous aujourd'hui aussi. Elle a souri tristement. La famille ne signifie pas toujours qu'il vous protège, ma chère. Parfois, nous devons nous protéger nous-mêmes. Ces mots m'ont touché plus fort que n'importe quel diagnostic. Quand j'ai finalement vérifié mon téléphone, il y avait cet appel manqué de mon père et un long message vocal. Je l'ai écouté. Léna, tu dois arrêter de parler de questions familiales au médecin. C'est entre nous. Nous allons gérer les factures médicales. Nous allons tout gérer, mais tu dois arrêter de nous faire passer pour des monstres. Rappelle-moi. Nous devons discuter de ça en privé. Je lui ai répondu par texto. Vous ne pouvez plus rien décider concernant ma santé. Sa réponse a été immédiate. Tu es dramatique. C'est exactement pourquoi nous ne t'avons rien dit. Tu réagis de manière excessive. J'ai regardé ce texto pendant un long moment. Puis j'ai bloqué son numéro. Mon téléphone a sonné à nouveau. Tante Linda. J'ai entendu parler du rendez-vous, a-t-elle dit. Comment vas-tu? Honnêtement, je ne sais pas. Ta mère m'a appelé. Elle est dévastée. Tant mieux. Léna, elle a eu des années pour être dévastée, ai-je interrompu Linda, des années pour me dire la vérité, des années pour se battre pour moi. Elle a choisi de ne pas le faire. Silence. Alors tu as raison. Tu as absolument raison. Je voulais juste que tu saches qu'elle t'aime. Elle aime juste mal parfois. Ce n'est pas suffisant. Je sais. Après avoir raccroché, j'ai pris ma première dose de médicaments et j'ai pensé à toutes les doses que j'aurais dû prendre au fil des années, à tous les rendez-vous chez le médecin que j'aurais dû avoir, à toute la surveillance qui n'a jamais eu lieu. Mon téléphone a vibré. Un message vocal de tante Linda.
J'ai besoin de te dire quelque chose sur ton père, sur l'année où tu t'es évanoui pour la première fois. Ce n'était pas seulement une question d'argent, Léna. Il y a plus à l'histoire. Appelle-moi quand tu seras prête. Mes mains ont recommencé à trembler, mais cette fois à cause de la peur. Je suis allé chez tante Linda ce soir-là. Elle a ouvert la porte avec les yeux rouges comme si elle avait pleuré. J'aurais dû te dire ça il y a des années, a-t-elle dit. Nous nous sommes assises à sa table de cuisine. Elle a préparé du thé que nous n'avons pas bu. L'année où tu t'es effondré pour la première fois, a-t-elle commencé, ton père avait de sérieux problèmes financiers, des dettes de jeu. Il le cachait à tout le monde, même à ta mère. Je n'avais jamais vu mon père jouer, pas une seule fois. Poker en ligne, paris sportif. Ça a commencé petit, puis ça a dégénéré. Au moment où tu as eu besoin d'un traitement, il devait plus de 50 000 $ à des gens très dangereux. La pièce s'est légèrement inclinée. Il a joué l'argent de mon traitement? Le fonds de traitement était le dernier actif liquide qu'il avait. S'il l'utilisait, la banque aurait saisi la maison. Nous aurions tout perdu. Elle m'a regardé avec la dévastation dans les yeux. Il a choisi la maison. Il a choisi de protéger son image. Il a tout choisi sauf toi. Je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais pas penser. Mon père, l'homme qui m'a appris à faire du vélo, qui est venu à mes expositions scientifiques, avait littéralement joué ma santé. Ta mère est restée silencieuse parce qu'elle était terrifiée. Si elle révélait la vérité, la famille s'effondrerait. La vie d'Ava changerait radicalement. Et elle s'est convaincue que peut-être tu irais bien sans traitement, que peut-être les médecins se trompaient. Mais ils ne se trompaient pas. Non, ils ne se trompaient pas, tante Linda s'est levée et a récupéré une vieille enveloppe dans un tiroir, me l'a tendue avec des mains tremblantes. Ceci est arrivé à la maison il y a 8 ans. Ton père l'a intercepté avant que ta mère ne puisse la voir. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre d'un spécialiste. Traitement immédiat recommandé pour la patiente Lena Patterson. Un retard supplémentaire peut entraîner des lésions neurologiques à long terme. Veuillez contacter notre bureau pour programmer un traitement dans les 72 heures. La date sur la lettre datait de quand j'avais 15 ans. Il a caché ça, ai-je dit d'un ton neutre. Il a tout caché, et il a dit à tout le monde, famille, amis, voisins, que tu exagérais, que tu étais trop dramatique, qu'il n'y avait rien de vraiment mal avec toi. La voix de tante Linda tremblait de colère. Il a détruit ta crédibilité pour que personne ne prenne tes symptômes au sérieux. J'ai quitté la maison de tante Linda hébétée et suis allé directement à l'école d'Ava. Elle était à une répétition du soir. Je l'ai trouvée dans les coulisses en train d'ajuster son maquillage. Nous devons parler. Elle a levé les yeux, a vu mon visage et est devenue pâle. Que s'est-il passé? Savais-tu pour les dettes de jeu de papa? Toute la couleur s'est effacée de son visage. Comment as-tu? Alors, tu savais? Elle a baissé les yeux sur ses mains. Je l'ai découvert l'année dernière. J'ai vu des relevés de cartes de crédit, j'ai confronté maman à ce sujet. Elle m'a supplié de ne rien te dire. Elle a dit que ça te briserait. Me briser? Ava, leurs mensonges ont presque détruit mon cerveau. Je sais, elle pleurait maintenant. Je sais, d'accord. Je savais ça depuis des mois et je ne savais pas quoi faire et je suis tellement désolé. Avant que je puisse répondre, mon père est apparu dans l'embrasure de la porte. Que fais-tu ici? Sa voix était tranchante, en colère. Je pourrais vous poser la même question. Votre sœur a un spectacle. Je m'en fous, je me suis complètement tourné vers lui. Je sais pour le jeu, pour les dettes, pour la lettre que vous avez cachée du spécialiste. Son visage est passé du rouge au blanc. Ce sont des affaires de famille privées. Privées? Vous avez joué l'argent destiné à me sauver la vie et vous appelez ça privé. Les gens commençaient à se rassembler, d'autres étudiants, parents, professeurs. Baisse la voix, mon père a sifflé. Pourquoi? Vous avez peur que les gens découvrent ce que vous avez fait? Je tremblais, mais je m'en fichais. Vous avez peur qu'ils sachent que vous avez choisi le poker plutôt que la santé de votre fille? J'essayais de sauver notre famille. Vous essayez de vous sauver vous-même. Ma voix a résonné dans la zone des coulisses. Vous avez joué mon avenir pour pouvoir couvrir vos erreurs. J'ai fait ce que je devais faire. Vous m'avez laissé souffrir pendant des années. Vous avez modifié mes dossiers médicaux.
Vous avez caché des lettres de spécialistes. Vous avez dit à tout le monde que j'étais dramatique pour qu'ils ne me croient pas quand je disais que quelque chose n'allait pas. Ma mère est apparue à ce moment-là, l'air horrifié. Léna, s'il te plaît, pas ici. Mais j'en avais fini de protéger leur image, d'avoir fait semblant que tout allait bien. Je n'allais pas gaspiller de l'argent pour un peut-être. Mon père a soudainement crié, quand Ava avait un vrai potentiel. Toute la pièce s'est tue. Même la musique s'est arrêtée. Des dizaines de personnes sont restées figées, nous regardant, lui, l'homme qui venait d'admettre qu'il valorisait le potentiel d'une fille plus que la santé de l'autre fille. Ma mère a fait un horrible son d'étouffement. Ses mains ont volé à sa bouche. Ava a fondu en larmes et a couru par la porte de derrière, et j'ai senti le dernier film reliant à mon père se casser comme une corde pourrie. J'espère que ça valait le coup, ai-je dit tranquillement. J'espère que sa carrière musicale valait la peine de jouer ma vie. Je suis sorti, sans regarder en arrière, sans me soucier des chuchotements ou des regards ou de la façon dont ma mère appelait mon nom. J'en avais fini. Les retombées ont été immédiates. La nouvelle de la confrontation s'est répandue dans l'école d'Ava, puis dans le quartier, puis dans notre famille élargie. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années appelaient, envoyaient des textos, demandant si c'était vrai, si mon père avait vraiment fait ce que tout le monde disait. Je n'ai répondu à la plupart d'entre eux. Qui avait-il à dire? Mon père est devenu de plus en plus sur la défensive, en colère. J'ai entendu par tante Linda qu'il disait aux gens que je mentais, que j'exagérais, que je le faisais passer pour un mauvais coup par méchanceté, les mêmes mots qu'il utilisait depuis des années pour rejeter mes symptômes. Le docteur Chin m'a appelé pour mon suivi d'une semaine. Elle m'a fait asseoir avec une expression grave. J'ai besoin de vous dire quelque chose. La négligence médicale que vous avez subie, les dossiers modifiés, les ordonnances interceptées, le traitement retardé, tout cela atteint un niveau qui devrait être signalé. Signalé à qui? Au conseil d'administration de l'hôpital. Éventuellement au service de protection des adultes, même si vous avez plus de 18 ans maintenant. Le modèle de comportement suggère une négligence médicale systématique d'un mineur. J'ai pensé à mon père, au jeu, aux années de mensonges. Faites-le, ai-je dit. Elle a acquiescé lentement. Cela pourrait se compliquer. Votre famille sera interrogée. Il pourrait y avoir des répercussions juridiques. Tant mieux. J'ai commencé une thérapie la semaine suivante, non seulement pour le traumatisme du diagnostic, mais pour tous, les années de rejet, le favoritisme, la réalisation que j'avais été systématiquement gaslighté au sujet de ma propre santé. Ma thérapeute était une femme dans la quarantaine nommée Dr Reed. Elle a écouté mon histoire sans interrompre, son expression étant soigneusement neutre. Quand j'ai fini, elle a dit, vous savez que ce n'était pas de votre faute, n'est-ce pas? Tout le monde continue de le dire parce que c'est vrai. Vous étiez une enfant. Vous avez fait confiance à vos parents pour vous protéger. Cette confiance n'était pas déplacée. Leurs actions l'étaient. Il a fallu 3 séances avant que je puisse le dire à voix haute sans pleurer. Mes parents ont choisi ma sœur plutôt que moi. Oui, a dit doucement le docteur Reed, ils l'ont fait. Et c'était mal. Ava s'est présentée à mon appartement un soir. J'ai failli ne pas la laisser entrer, mais quelque chose dans la façon dont elle pleurait m'a fait ouvrir la porte. Elle m'a tendu un petit cahier, son journal d'enfance. Lis l'entrée de quand j'avais 12 ans, a-t-elle chuchoté. J'ai feuilleté jusqu'à la date qu'elle avait indiquée. L'écriture était désordonnée, enfantine. J'espère qu'un jour maman et papa l'aimeront comme ils m'aiment. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'aiment pas. Léna est plus intelligente et plus gentille, et elle ne se plaint jamais, même quand elle est malade. J'aimerais pouvoir arranger ça, mais je ne suis qu'une enfant et personne n'écoute les enfants. J'ai levé les yeux sur ma sœur, je l'ai vraiment regardée. Elle avait 17 ans, toujours essentiellement une enfant, et elle portait cette culpabilité depuis des années. Je suis désolé, a-t-elle sangloté. Je suis tellement désolé. J'aurais dû faire quelque chose, dire quelque chose, j'aurais dû. Je l'ai serrée dans mes bras. Elle s'est effondrée contre moi, pleurant sur mon épaule. Tu étais une enfant, ai-je dit. Ce n'était pas ta responsabilité. Mais je savais qu'il te traitait mal et je n'ai pas. Tu étais une enfant, ai-je répété fermement. C'était à eux de le faire, pas à toi. Nous nous sommes assises sur mon canapé pendant 1 heure pendant qu'elle pleurait. Je n'ai pas pleuré. Je pense que j'avais épuisé mes larmes.
Ma mère a essayé de se racheter. Elle a apporté des boîtes de reçus et de vieilles lettres, la preuve qu'elle s'était battue pour moi, du moins au début, la preuve qu'elle avait essayé de tenir tête à mon père avant d'abandonner. J'étais faible, a-t-elle dit, assise dans mon appartement avec les yeux rouges. J'aurais dû être plus forte, j'aurais dû mieux te protéger. Je l'ai laissé me convaincre que nous faisions la bonne chose. Vous n'étiez pas faible. Vous étiez complice. Elle a tressailli. Je sais. Je le sais maintenant. Et je suis tellement désolé. Je voulais lui pardonner. Une partie de moi lui a pardonné, mais le pardon ne signifiait pas oublier, ne signifiait pas faire semblant que ce n'était jamais arrivé. J'ai besoin de temps, lui ai-je dit. Beaucoup de temps. Je comprends. Elle s'est levée pour partir, puis s'est arrêtée à la porte. Quoi qu'il en soit, je suis fier de toi de t'être battue pour toi-même, d'avoir été plus forte que je ne l'ai été. Mon père a essayé de visiter mon appartement 2 fois. La première fois, je n'ai pas répondu à la porte. La deuxième fois, je l'ai ouverte juste assez grand pour parler. Tu dois retirer le rapport médical, a-t-il dit sans préambule. Ça nous fait passer pour des monstres. Vous êtes des monstres. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux. Vous avez joué l'argent de mon traitement. Vous avez caché des lettres de spécialistes. Vous avez modifié mes dossiers médicaux pour me faire paraître moins malade. Vous avez dit à tout le monde que j'étais dramatique pour qu'ils ne me croient pas, je l'ai regardé dans les yeux. Ce ne sont pas les actions de quelqu'un qui fait de son mieux. Ce sont les actions d'un lâche. Comment oses-tu? Vous avez abandonné votre responsabilité de père bien avant que je ne vous abandonne en tant que fille. J'ai commencé à fermer la porte. Nous avons fini ici, Léna. J'ai fermé la porte, les verrouillé, suis resté là à l'écouter frapper et appeler mon nom pendant 5 minutes avant qu'il ne finisse par partir. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas senti triste. Je me suis juste senti libre. 3 semaines plus tard, le docteur Chin m'a appelé avec de bonnes nouvelles. Vos derniers examens montrent une amélioration. L'inflammation répond au traitement. Vous êtes venu juste à temps, Léna, juste à temps. Après des années d'être trop tard, mais je vais le prendre. J'ai signé un bail pour mon propre appartement près du campus. Rien de fantaisiste, juste un petit appartement d'une chambre avec une lumière décente et suffisamment d'espace pour respirer. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de contrôler mon propre avenir, ma propre santé, mes propres choix. J'ai installé mon poste de médication sur le comptoir de la cuisine, organiseur de pilules, bouteille d'eau, alarme sur mon téléphone. C'était ma routine maintenant, ma responsabilité, et je ne laisserai personne me l'enlever à nouveau. Ava m'a aidé à emménager. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais nous n'avions pas besoin de le faire. Elle essayait. C'était suffisant pour le moment. Ma mère est venue une fois, apportant des provisions et des produits de nettoyage. Elle n'est pas restée longtemps, m'a juste aidé à déballer la cuisine, m'a étreinte soigneusement et est partie. Mon père n'est pas venu du tout. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne. Ce soir-là, j'étais assise à mon bureau dans mon nouvel appartement. Le flacon de médicaments était posé à côté de mon ordinateur portable. J'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à écrire. Ils ont choisi de ne pas me sauver, alors je me suis choisi moi-même. Et cette fois, je ne m'en excuse pas, j'ai éteint la lampe et me suis assise dans l'obscurité de ma nouvelle maison, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la paix. Pas le bonheur, pas encore. Peut-être pas avant longtemps, mais la paix. Et pour l'instant, c'était suffisant. Avez-vous déjà dû choisir entre pardonner à votre famille et vous protéger vous-même? Et si vous l'avez fait, pensez-vous avoir fait le bon choix? Aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires sur la vérité compliquée des liens familiaux.